Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Frenchy Host où on parle de business et d'immobilier éthique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui est expert en conciergerie immobilière ici aux Émirats Arabes Unis, conciergerie Airbnb. Je crois qu'on parle de Holiday Homes aussi en anglais. Exactement, du Holiday Homes. Donc voilà, c'est le sujet du jour. Let's go. Frenchy Host. Devenez libre, indépendant, immobilier, business physique, construit ton avenir, coaching, mindset, business en ligne, objectif, liberté géographique et financière, persévérance, motivation, passer à l'action, créativité. Donc, salam alaikum Hilal. Alaykoum salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Je te remercie de me recevoir. Bah écoute, plaisir partagé. C'est gentil. Donc voilà, donc comme je disais en introduction, Hilal, expert en conciergerie Airbnb. Vous savez que sur cette chaîne-là, on parle de business éthique, immobilier éthique. Donc c'est un immense plaisir pour moi de recevoir Hilal. Ah, c'est gentil. Hilal, expert en conciergerie immobilière ici aux Émirats. Je vais te laisser te présenter. Bon voilà, Hilal Medini. Donc je suis aux Émirats depuis 3 ans. J'ai fondé l'agence Medini Homes, qui est une agence ici. On parle de Holiday Home, comme tu le disais. C'est une conciergerie, voilà, tout simplement. Donc on s'occupe des biens d'investisseurs. Alors, initialement francophone, français, mais maintenant, c'est un peu plus étendu. On a également des propriétaires du monde entier, Arabie Saoudite, Inde, vraiment Émirats aussi. Donc voilà, en gros, on fait... Même avec des locaux? Avec des locaux aussi, ouais. Très bien, ok. Ouais. Parfait. Donc, on fait de la gestion d'appartements, villas, ameublement d'intérieur. Voilà. Ok, donc vraiment, c'est 360. Tu t'occupes de la gestion locative, plus des options comme... Ouais, voilà, c'est ça. Ok. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment essayer de répondre aux besoins de mes clients. Initialement, je ne faisais pas l'ameublement, mais la demande, elle était tellement énorme qu'il fallait que j'y réponde parce que les propriétaires avaient un vrai souci, c'est que quand ils investissaient ici, alors c'est bien, ils ont fait l'achat avec un agent immobilier. Derrière, ils ont trouvé une agence pour s'occuper de la gestion immobilière, mais entre les deux, il n'y a personne pour meubler quand ils ne sont pas là, ou faire les ouvertures de compte, électricité, Internet, tout ça. Ouais. Donc nous, on fait tout. En gros, le propriétaire, il nous remet les clés, ou l'agent, il nous remet les clés après la phase d'achat, et on s'occupe de tout. On lui fait l'état des lieux, on lui meuble, et on fait la gestion ensuite. Donc service clé en main selon la demande. Donc tu es capable de répondre à toutes les demandes concernant ce business model-là. C'est ça. Alhamdoulilah, nickel. Ok. Et depuis combien de temps tu fais ça? J'avais quelques questions à te poser. Donc, depuis combien de temps tu fais ça, cette activité? Alors là, ici aux Émirats. Ouais, celle-ci aux Émirats, ça va faire 2 ans maintenant que la société existe. Faut savoir que moi, c'est vraiment mon métier, le tourisme, parce que je suis un ancien directeur d'hôtel. J'ai 15 ans d'hôtellerie dans les la pattes. bouteille. Ouais, j'ai de la bouteille, comme on dit. Ouais. Je suis un ancien. Ok, très bien. Non, ouais, j'ai fait de l'hôtellerie en France. Beaucoup. Et puis, quand je suis arrivé aux Émirats, j'ai directement, enfin quasiment tout de suite monté ma conciergerie ici. Ok, donc qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans la conciergerie Airbnb ici à Dubaï? Alors moi, j'ai investi, tout simplement. Et avant d'arriver à Dubaï, j'avais investi. Je suis tombé, donc chercher une agence. Je suis tombé sur une agence qui s'occupait de mon bien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Et puis surtout, je me suis rendu compte que... Alors moi, j'avais pas trop le souci parce que je parle très bien l'anglais. Mais que... C'est un gros plus, ouais. Ouais. Mais en fait, il n'y avait pas d'agence francophone. Et quand je parlais avec mes voisins qui avaient investi ici à Dubaï aussi, ils me disaient, mais tu connais pas un agent français ou une agence française qui peut s'occuper de mon bien, etc. Et à chaque fois, je me suis dit, mais c'est vrai qu'avec le nombre d'investisseurs français qu'il y a à Dubaï, et connaissant les Français et leur amour pour l'anglais, il va falloir faire quelque chose. Donc toi, tu es arrivé pendant, on va dire, la grosse vague d'immigration francophone post-Covid, après le Covid. C'est ça. Et donc, comme tu avais de l'expérience dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, parce que c'est un mélange des deux, en réalité, la conciergerie, tu t'occupes surtout de la partie opérationnelle, c'est pas vraiment la même chose. C'est une prestation de service, c'est pas pareil que... Il y a des gros points similaires, c'est vrai. D'accord. Donc toi, en fait, tu t'es, vu ton expérience, tu as senti le filon, tu as un petit peu l'âme entrepreneur, j'imagine. Ouais. Donc tu t'es dit, voilà, il y a un manque quelque part. Il y a énormément de Français qui ont investi. C'est vrai, ces 2 dernières années, il y a énormément de Français francophones qui ont investi aux Émirats Arabes Unis, mais vraiment, c'était affolant. Et d'ailleurs, je pense que ça continue, un peu moins que... un peu moins qu'un mois. Je sais pas, mais ça continue. Ça continue. En tout cas, il y a une grosse hype pour
pour les Émirats arabes unis au niveau de l'investissement immobilier. Mais je pense qu'on en reparlera par la suite sur cette chaîne sur cette chaîne qui concerne l'investissement immobilier éthique, parce que alhamdoulilah, ici à Dubaï, on peut acheter des appartements sans intérêt usuraire. Ouais, exactement. Et beaucoup sont sensibles à ça parmi la communauté, bon, pas tous. Mais revenons à ce qu'on a dit par rapport à ton activité. Donc toi, tu as senti qu'il y avait un manque par rapport à la communauté francophone qui avait investi aux Émirats. C'est vrai que les Français, on a un gros problème avec l'anglais, moi le premier. Ouais. Et donc tu t'es dit, il y a un filon, je me lance dedans, je vais pouvoir gérer, comme je suis bilingue et j'ai une expérience hôtelière, je vais pouvoir gérer les biens des clients français. Donc il y a une demande. Et avec mon expérience hôtelière, je vais pouvoir expérimenter tout ça et développer cette activité-là. Ouais, exactement. Donc tout de suite, toi, ça t'a parlé. Tout de suite. Mais quand je suis arrivé, je ne vais pas lancer tout de suite la conciergerie. J'étais un petit peu frileux. Je me suis dit, on va quand même voir un petit peu comment le marché se porte. Et puis surtout, tu sais, il y a des petites choses qu'il faut... Des fois, il vaut mieux être sur place et puis se rendre compte. Parce que même si tu as l'idée à l'étranger, tu peux te dire, OK, il y aura peut-être des barrières que tu ne vas pas voir quand tu vas arriver. Des fois, c'est pas plus mal de ne pas les voir. Mais je me suis dit, voilà... Sinon, tu ne te lances pas. Ouais, voilà, exactement. Moi, c'est pareil. Moi, je suis un peu dans le business. Je pense que les gens qui me suivent un petit peu, le peu de nombre de gens qui me suivent, ils savent que je suis dans la sous-location et la conciergerie. Ouais. Et moi, je ne me suis pas du tout lancé. C'est vrai que je fais pas mal d'allers-retours avec les Émirats. Et donc, je ne me suis pas encore lancé. Je pense pas tout de suite me lancer. Et je pense il y a des grosses barrières à l'entrée. Et je pense qu'on va en parler là tout de suite. Ouais. Donc, toi, tu t'es lancé, alhamdoulilah, au bon moment. Je pense que tu es arrivé au bon moment, la bonne opportunité. Et puis, tu as su mettre ton savoir-faire au service des clients. Ouais. Donc, j'avais une petite question. Est-ce que tu proposes de la sous-location professionnelle ici aux Émirats? Non, j'en fais pas. T'en fais pas? J'en fais pas. Alors, moi, j'ai ma petite idée. Vas-y, dis-moi. Je pense que c'est dû au loyer exorbitant. À l'année, tu veux dire? À l'année, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, donc parce qu'en fait, en France, on va payer... on peut trouver des petits loyers. En fait, en France, c'est l'un des pays les plus visités du monde. Ouais. Et on va dire que c'est homogène. Il y a énormément de visites à Paris. C'est concentré à Paris, mais pas que. Parce que le sud de la France est très riche en tourisme. Et puis, il y a plein d'endroits aussi qui sont énormément visités. Donc, en réalité, tu peux te lancer dans ce business-là un peu partout, même en dehors de Paris. Et déjà, Paris, je le déconseille parce que c'est soumis, pour les débutants, je parle, c'est soumis à beaucoup de contraintes. Ils font la guerre à Airbnb, etc. Donc, il faut vraiment être... même si moi, j'ai commencé par Paris. On en reparlera. Ouais, j'ai commencé par Paris même. En sous-location professionnelle. En sous-loc. C'est un peu borderline parce que, voilà, c'est un peu... il y a des lois de compensation. Bon, il y a des choses à savoir pour exploiter les biens. Donc, voilà. Donc, en fait, la comparaison avec Dubaï, c'est que la sous-location... les loyers sont super chers, ils se payent en 4-6 fois. Bon, des fois, tu peux négocier en 12 fois, mais ce n'est pas les meilleurs produits, on va dire. Ouais. On va dire les meilleurs produits, vaut mieux payer rubis sur ongle, comme on dit. Et puis voilà, donc sous-location, pas intéressant aux Émirats. Non. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas intéressant. Il y a beaucoup qui me posent cette question, qui veulent venir avec cette idée. Et je trouve que c'est une bonne idée, mais malheureusement, en tout cas aux Émirats, pour l'instant, c'est vraiment pas le truc à faire. Moi, je pense que c'est possible, parce que les Émirats, c'est grand. Il y a Ras El Khaimah, il y a plein d'Émirats. Après, il faut avoir les épaules financières. C'est ça. Je pense qu'on va en parler. Il y a le prix de la création de la société. La barrière à l'entrée par rapport à la France, elle est beaucoup plus élevée. J'ai rencontré des gens qui font de la sous-location sur des gros biens. Officiels, hein? Non officiels. Voilà, non officiels. Parce que justement, comme tu disais, il y a une régulation, il y a des barrières qui sont importantes et ces personnes-là, elles n'ont pas voulu le faire. Mais justement, moi, je trouve que c'est pas... Bon, déjà, on ne fait rien de non officiel dans l'agence. Donc déjà, c'est la première chose. Tout est réglementé et on respecte la régulation. Et surtout, quand bien même cette personne-là elle aurait été dans la réglementation, je trouve que c'est un travail énorme parce que y a des amortissements qui sont incroyables. Donc le coût de l'ameublement, le coût du loyer à l'année. Et à la fin de l'année, en fait, c'est une vraie... C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il se peut que ton loyer soit augmenté. Et du coup, tout tes plans, tout ton business plan, il tombe à l'eau. Exactement. Ouais. Tout tombe à l'eau. Le risque, il est trop élevé, en fait. Ouais. Et non, mais tout à fait. Et en plus de ça, tu peux pas meubler avec du Ikea, entre guillemets, quoi. Ici, aux Émirats, si tu veux vraiment te distinguer, comparé à la France, tu peux faire du Ikea. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait quasiment. Ouais. Mais ici, aux Émirats, le niveau, il est tellement élevé, comme dans la restauration, comme dans plein de domaines. On est dans le futur ici. C'est ça. Franchement, c'est la ville du futur. Ils sont vraiment à l'avant sur plein de domaines. Et c'est pas que c'est petit, mais les zones demandées, elles sont pas
Ouais, c'est clair. Dubaï, c'est un petit émirat. C'est pas très grand, quoi. Donc, et les zones où il y a beaucoup de demandes, par exemple, je pense à Business Blade, Anton, JVC, Marina, là où on peut en faire. Parce que les zones où c'est pas très grand, en fait, il y a énormément d'offres. Ouais. Donc, pour se distinguer de la concurrence, et je pense qu'on va en parler par la suite, Inch'Allah, faut... Ouais, il y a des techniques. Voilà, c'est ça, il faut avoir du galon. Il y a des techniques, c'est clair. Donc, ok, parfait. Donc, sous-location, pour l'instant, entre guillemets, vaut mieux pas se risquer, surtout si on débute. Ouais. Conciergerie, moi, je dirais, c'est un peu pareil. Hein. Faut avoir les épaules aussi, parce que c'est clair. La barrière à la rentrée, elle est vraiment haute. Ouais. Déjà, juste pour savoir, pour les Émirats, je pense que j'en parlerai par la suite, mais juste pour créer la société, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui me l'as dit, et une autre personne aussi que j'ai rencontrée qui fait ce même business-là que toi. Juste, il faut créer la boîte et louer un bureau, c'est une obligation. Obligé, ouais. Donc déjà, juste ça, il faut sortir 10, 15 000 euros, c'est ça. Minimum. Hein. Donc juste pour avoir une société, il faut sortir un certain billet. Donc je trouve que ça paraît risqué. Par rapport à la France, hein, parce que la France, conciergerie, tu peux commencer avec 200 euros. C'est ça. Tu vois. Tandis que ici, aux Émirats, Après, je trouve c'est plus risqué, c'est plus cher ici, mais les opportunités, elles sont plus grosses. C'est-à-dire qu'il y a plus de business. Il y a plus de business. Donc ça amoindrit quand même le risque. Il y a plus de gains à la clé. Ouais. C'est vrai. Voilà. Qui dit gros investissement, dit gros gain, mais dit aussi plus de risques. Moi, je sais pas comment... En fait, tu vois, quand j'étais en France, j'entendais très peu parler d'immobilier et d'investissement. J'avais pas beaucoup d'investisseurs autour de moi, tu vois. Ici, tu vas acheter... tu vas faire tes courses, tu vas tomber sur des investisseurs, tu vas boire un café, un investisseur, tu vas au sport, le gars, il a un bien à louer. Partout où tu vas, tu trouves quelqu'un qui a besoin d'une service. Ouais. Non, mais c'est vrai que le networking aux Émirats, il est hallucinant. Tout le monde est ouvert au business, tandis qu'en France, on est plus à cacher nos résultats, on est plus là à avoir peur du mauvais œil, plein de choses. Quoi. Donc ça, c'est vrai, c'est une réalité. Je voulais savoir une chose aussi. Vous êtes combien dans votre équipe et combien de biens, si ça ne te dérange pas d'y répondre, bien sûr, je peux te dire. Combien de biens tu gères actuellement? Alors, biens, on est à une 60aine en action, c'est-à-dire en ligne. Et on a aussi, là, je n'ai pas le chiffre exact, mais on a plusieurs biens qui sont en attente de livraison ou en attente de permis. Donc là, c'est en cours, quoi. C'est en cours, c'est en cours de téléchargement. Donc il y a des biens qui ne sont pas livrés encore, d'autres qu'on est en train de meubler, d'autres pour lesquels on attend les snagging ou les permis, tout simplement, le permis d'ITCM. Et dans l'équipe, écoute, moi j'ai sous-traité pas mal de choses, dont le ménage, ce qui fait qu'au début je voulais le faire en interne. C'était pas une bonne chose à faire, donc j'ai sous-traité. Même aux Émirats? Alors que la main-d'œuvre est moins chère? Ouais, alors que la main-d'œuvre est moins chère. Le calcul est très simple, c'est que tu as un coût d'infrastructure logistique énorme. Donc il faut acheter. Déjà, il y a tous les visas. Ensuite, il y a tout le matériel, driver, wagon, van, tu sais, pour pouvoir faire les transports, etc. Vrai, c'est vrai. Et supervisor. Parce que du coup, tu comptes que le ménage. Le but, c'est d'automatiser, tu n'as pas envie d'être derrière tout le monde. Le but, c'est de rester focus sur rentrer un maximum de biens. Sur ta valeur ajoutée. Voilà, exactement. Donc nous, ça et la maintenance, c'est sous-traité. Donc je travaille avec 2 assistants, tout simplement. 2 assistants, moi et alors l'autre personne, donc j'ai une designeuse aussi, mais qui elle s'occupe que de la partie ameublement. Et là, c'est en interne, c'est pas en sous-traitance. C'est en interne. D'accord. En interne. Ah ouais, bien. Ouais. Ok. Ah oui, c'est vrai que tu as 2 parties. Tu as la partie conciergerie. Tu peux même proposer en dehors du service de conciergerie pour ceux. Il y a une demande qui est énorme. Tu as bien fait de te mettre dessus. Ah bah oui. Ouais. Parce qu'aux Émirats, les anciens appartements qui sont hyper bien positionnés, et il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est à l'ancienne, quoi. Les cuisines à l'ancienne. Juste tu mets des stickers, ça va faire la différence, quoi. Ah, exactement. Mais c'est clair qu'il y a une grosse demande là-dessus. C'est bien que tu aies fait ça. On en reparlera alors. Avec plaisir. En privé. Donc on est. Donc 2 en interne. 4 avec moi. 3 4 avec moi, 4 avec toi, d'accord. Ouais. Donc 3. Parce que j'ai un assistant virtuel, un assistant sur place. L'assistant virtuel, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de faire tous les emails à la sécurité. Ah oui. Un peu de support client.
D'accord. Voilà. Réponse au client. Réponse au client. D'accord. Tu l'as pas automatisé ça? Et je l'avais automatisé avec un outil d'intelligence artificielle. C'est pas encore au point. En fait, c'est au point, franchement. Mais il y a certaines demandes qui nécessitent d'être de répondre, tu vois, comme les extensions de séjour. Pour répondre, pour donner le code Wi-Fi, ça c'est facile. Ça va le faire automatiquement. Voilà, tous les trucs accès, basiques. etc., mais pour des techniques un peu particulières, là, c'est. Et je me suis rendu compte que les trucs basiques, en fait, en mettant des messages, en mettant un bon message de confirmation et de rappel, tu vois, les trucs qui partent automatiquement, en fait, tu répondais déjà à toutes les questions qui pouvaient être répondues par l'outil d'intelligence artificielle. D'accord. Qui fait que je préfère, pour augmenter l'expérience client, améliorer l'expérience client, avoir quelqu'un qui répond tout de suite. Parce que, en plus, le problème de l'outil d'intelligence artificielle, le chatbot, c'est qu'il répond même si toi, tu réponds. Donc, en fait, des fois, ça crée des conversations qui n'ont pas de sens. C'est pas encore au point. Sur ce point-là, c'était pas trop au point. Et franchement, je pense que tu es perfectionniste et que tu n'aimes pas les petits, petits trucs. C'est ça. Ouais, je comprends. En fait, c'est que je suis tombé sur trop de clients qui tu vois, Airbnb, on en discutait un tout petit peu avant. Des fois, on tombe sur des clients qui sont malhonnêtes. Voilà, malhonnêtes, tout simplement. Et qui vont chercher la petite bête. Exactement. Et c'est peut-être 10%, 5%, peut-être même moins en vrai de vrai. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça en a beaucoup. C'est 1 sur 100 en vrai. C'est 1 sur, on va dire 5%, on va dire. Ouais, franchement, j'avais pas beaucoup. Tu vois, cette année, c'était le seul cas vraiment fou que j'ai eu, mais il reste dans ma tête, quoi. Et donc ça, en fait, il faut un être humain pour pouvoir répondre. Bien sûr, la gestion clientèle. Et gérer ça, tu vois. Parce qu'il y a l'émotion derrière. Il faut gérer l'émotion. Ok, donc tu as pu automatiquement. Donc vous êtes 3, voire 4 à gérer 60 appartements. Ouais. Avec franchement, chapeau. Ouais. Franchement, bien. Bon, moi, je suis pas encore à ce niveau-là, on va dire, parce que moi, je fais de la sous-loc. Moi, j'ai 2-3 appartements, puis un local commercial. Bon, ça, c'est une partie à part que je gère. C'est tout un immeuble, tu vois, où je fais. J'ai tout automatisé parce que je le fais à distance. C'est pas évident quand t'es pas là, tu vois, pour vraiment développer l'activité un maximum, vaut mieux être sur place. Avant, j'avais d'autres appartements sur Paris que j'ai lâchés parce que tout simplement, au bout d'un moment, ça le faisait plus. Et puis tout simplement, les clients, ils ont récupéré leurs biens, tout simplement. Ouais. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc, par rapport à l'automatisation, tu m'as dit que tu avais automatisé tout. Ouais, j'ai quasiment tout automatisé entre guillemets, c'est-à-dire que une conciergerie, comment on gère, c'est simple, c'est un support client, donc on a quelqu'un. Après ici, c'est difficile de tout automatiser parce que tu vois, il faut quand même quelqu'un 24 heures sur 24, tu vois, pour pouvoir répondre aux clients et intervenir en cas de problème. Donc il y a même des interventions de nuit. C'est une obligation, ouais. Ah ouais? À Dubaï, ouais. Ah ouais, c'est vrai que Dubaï, ça dort pas la nuit, quoi. C'est tropé, quoi. Ouais, puis tu vois, le DTCM qui régit les règles du tourisme et du holiday home nous l'impose. Nous impose tout un tas de trucs d'être opérationnel la nuit. Ok. Ouais, c'est une obligation. Bon, après, comme la nouvelle serrure connectée, je crois. Ouais, il y a une nouvelle serrure. Exactement. Ouais, mais pour l'instant, c'est vraiment en stand-by ça parce qu'ils sont pas au point. Ils sont pas du tout au point. J'ai remarqué beaucoup Dubaï, c'est ça, ils te sortent des lois, puis après, il y a un laps de temps avant que ça se mette vraiment. Ouais. Et pourtant, ils te mettent la pression. Ouais, ils te mettent la pression. Attention, il faut le faire, il faut se mettre au diapason, etc. Mais... En gros, Dubaï, la Dubaï Tourist, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ils t'imposent, ils ont imposé aux Holiday Homes, donc ceux qui s'occupent des gestions en location courte durée, une serrure connectée qui a un certain montant, donc c'est que du business, hein. C'est la ville du business. Elle est gérée d'ailleurs, cette ville-là, elle est gérée comme une entreprise et elle est super bien gérée, je trouve. C'est une des meilleures villes gérées par rapport à ça. Donc voilà, donc tu as pu automatiser le linge, etc. Donc tu as tout sous-traité, quoi. Tout est sous-traité, le linge, la maintenance. Après, c'est beaucoup de self-check-in. Il y a quelques cas où on sait qu'on peut avoir des soucis. Alors là, on ne fait pas de self-check-in, on y va. D'accord. Ou les check-out. Mais même le check-out, c'est l'équipe de ménage qui s'occupe. Le check-out, Donc c'est le ménage qui vient, qui va checker, qui va regarder si tout est en bonne. T'as dû mettre un process, genre quand tu arrives, tu prends des photos, tu regardes si tout est. C'est exactement ça. On leur a donné un cahier des charges, que ce soit pour le ménage, donc comment on veut que le ménage soit fait et les points qui sont importants tu vois, nous c'est un truc tout bête, hein, mais même les évacuations, tu sais, les évacuations d'eau dans les douches,
Ici, à Dubaï, il faut savoir que ça se bouge tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et j'avais ce problème-là tout le temps. Et on a rajouté ça au cahier des charges. Donc, ils sont obligés de nettoyer l'évacuation, que ce soit le sable, que ce soit les cheveux, que ce soit tout un tas de trucs. Parce que ça se bouge dans de l'ancien ou dans du nouveau? Même dans le nouveau. Même dans le neuf? Ouais, même dans le neuf, c'était... C'est vrai que toi, tu perds beaucoup à JVC, non? À JVC, ouais. Beaucoup de neuf là-bas. Ouais. Enfin, ce qu'on gère, nous, c'est beaucoup. De toute façon, ici, les appartements, bon, ils sont très bien, hein, mais il y a beaucoup de malfaçons. Il ne faut pas s'attendre à une qualité allemande. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Mais ça reste correct, quoi. Ça reste, Ouais. Franchement, je vais dire qu'il y a un appartement sur deux dans lequel on fait quand même beaucoup d'interventions. Et l'autre moitié, on n'a pas besoin. Il y a rien. Donc, l'inconvénient à Dubaï, c'est la maintenance. L'inconvénient, franchement, et la présence. Donc, il faut être... Pas toi, mais il faut que quelqu'un soit présent au moins derrière l'écran, même la nuit. Ouais. D'accord. Okay. Systématiquement. De toute façon, on n'a pas ça en France. Ouais, ça, c'est... Je sais pas comment ça fonctionne en France, le Airbnb, honnêtement. Toi, c'est beaucoup de tourisme. Ah, t'as pas eu d'expérience en France? Même avec l'hôtellerie? Avec l'hôtellerie, si. C'est pas pareil. Avec l'hôtellerie, mais c'est pas pareil parce qu'en hôtellerie, on est... Voilà, il y a une équipe, beaucoup. Quoi qu'il arrive, il y a une équipe. Il y a un mec à chaque poste. Donc, c'est ça. Et un mec à chaque poste, une équipe de maintenance en interne, une équipe de ménage, un réceptionniste. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des outils que tu utilises? Ouais. Sans forcément rentrer dans les détails. Ouais, j'utilise un channel manager qui me permet de tout synchroniser. Donc les calendriers, les chats, les prix, j'utilise PriceLab. Voilà. La base. La base. Ouais. J'ai envie de l'appeler Price Base. Ouais, c'est ça. Ah ouais, sans ça, vraiment. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Channel Manager, t'as écouté sur quoi? Bet24? Hostaway. Ah, je connais pas. Ouais. Hostaway, franchement. C'est quoi, c'est américain? Il me semble que c'est hollandais ou c'est peut-être même suédois. Je dis pas de bêtises. Je connaissais même pas. Ouais, je crois que c'est un suédois ou un hollandais, mais je suis pas tout à fait sûr. Ça marche très très bien. Franchement, c'est un très bel outil. Pour ce genre de truc là. Bet24, en fait, moi j'ai pas de souci avec cet outil là. Le seul truc, c'est que je m'attendais, et là je pense que d'ailleurs ça va être le cas, on va encore Inch'Allah recruter. Je m'attendais à recruter des gens qui ne sont pas forcément du monde de l'hôtellerie ou de la conciergerie. Et je voulais un outil qui soit quand même assez intuitif. Ouais. C'est vrai que Bet24, c'est compliqué. Bet24, si t'es pas du métier... C'est une Ferrari, mais il faut être mécanicien. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment savoir piloter ce truc. Il y a des outils beaucoup plus intuitifs, un peu plus chers, mais qui font largement l'affaire. C'est clair. Après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on avait des contraintes. Enfin, moi, je voulais absolument offrir aux propriétaires un portail qui leur permet de voir leurs revenus et leur calendrier. Ah, voilà, ça c'est un détail important par rapport à la France. Ouais. Parce qu'en fait, en France, c'est pas nous qui encaissons l'argent. Quand tu fais de la conciergerie, c'est parce que tu n'as pas le droit. C'est soumis à la loi OG. En fait, il y a les agences. Quand tu es agent, quand tu as une agence immobilière en France, tu as une carte G, etc., tu peux encaisser l'argent. Mais quand tu n'es pas agent, quand tu es une personne lambda, que tu ouvres une simple boîte, tu n'as pas le droit d'encaisser l'argent, juridiquement. Donc en fait, tu te mets en co-hôte sur l'Airbnb du propriétaire. Et tu fais ça avec toutes les propriétés. Donc tu dois aller sur chacun des... Non, parce que tu es co-hôte sur chaque compte. Donc sur ton compte à toi, tu auras toutes les annonces, mais de différents propriétaires. Comme ça. Ok. Ou sinon, tu utilises un channel manager et c'est le channel manager qui connecte tout. Voilà. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ça que je voulais te parler. Donc toi, c'est toi qui encaisses l'argent, le chiffre d'affaires complet. Ouais, et ensuite, tu le reverses au propriétaire. Je sais que c'est comme ça aux Émirats. Ouais, exactement, c'est ce qu'on fait. Ok, donc il faut vraiment instaurer une relation de confiance. Il faut vraiment qu'ils aient confiance en la personne. Ça. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec des investisseurs, entre guillemets, qui ont acheté un petit appartement et qui se plaignent énormément des petites conciergeries comme toi. Ah ouais, ici à Dubaï, tu veux dire? Aux Émirats, ouais. Donc en fait, le problème aux Émirats, c'est qu'il t'arrive rien, entre guillemets, physiquement. Les gens ne vont pas t'agresser, ils ne vont pas t'insulter, etc. Ouais. Sauf qu'il y a énormément d'escroqueries, de scams, mais de ruses en fait. Ouais. Beaucoup de ruses. Donc, faut se méfier par rapport à ça ici. Ou même des gens qui sont à la base, moi ce que j'ai vu beaucoup, c'est des gens qui ne sont pas du métier, qui ne savent pas faire. Ou sinon, voilà, incompétence. Voilà. Et en fait, ils vont peut-être par incompétence, ils perdent de l'argent. Et du coup, ils se retrouvent dans une scam sans le vouloir, tu vois. Alors moi, j'ai eu des bons échos par rapport à tes annonces. On m'a dit que quand tu tapes Dubaï sur Airbnb, tu tombes forcément sur une annonce à Hilal. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, c'est vrai que
J'ai pris beaucoup de temps à dresser l'algorithme. Ouais, à comprendre l'algo et à aller chercher vraiment ce qu'il faut. Et tu fais tu joues avec l'algorithme naturellement, dans le sens où tu vas inciter les gens à mettre des petits widgets, des petits cœurs sur leur annonce, faire des promos, des fausses promos, entre guillemets. Des fois, tu vas gonfler ton prix. C'est ça. Puis tu vas mettre 20% de remise. Tout à fait, il y a ça. Airbnb va te gonfler. Est-ce que sur le hacks, sur le site Airbnb déjà. Alors c'est sur le site, il faut aller le lire. Faut pas être feignant. Faut être curieux même. En vrai, sur Airbnb, il y a tout. Hein. Ils te disent tout. Vraiment, et il y a ça, donc il y a les wishlists. Alors ça, je crois pas que ce soit dit, mais c'est très important. Aujourd'hui, je crois qu'on comptabilise peut-être 20 000 ajouts en favoris. Ah, moi, 20 000, c'est énorme. C'est énorme. Il faudrait que je revérifie, mais c'est peut-être plus, peut-être moins. C'est ça qui fait la diff. Il y a ça, il y a les commentaires et certains mots-clés dans les commentaires. Donc, par exemple, hôte réactif, ça, c'est un boost. Voilà, ça veut dire que Airbnb considère que c'est bien. Un bien qui a... Je confirme. Voilà. Donc, tu vois, si tu as un client, tu sais que... Nous on a la consigne. Moi, je dis ça au support. La personne qui s'occupe du support, voilà, quand tu vois que ça s'est bien passé, tu as un bon... Voilà. Tu n'hésites pas à dire au client que s'il a apprécié que notre réactivité, à le préciser dans le commentaire, etc. etc. D'accord. Et du coup, voilà, ça nous permet de booster ça. Donc, il n'y a pas de hack particulier, tu n'embauches pas un hacker. Non, c'est vraiment en fait le bon travail que tu fournis qui fait que tu es bien référencé. Après, peut-être que tu incites les clients à te mettre une bonne note avec un peu, tu sais, un petit peu. Il faut les inciter. Hein, voilà, faut les inciter, mais pas directement, quoi, mais voilà, faire. Voilà, si tu vois que ça s'est bien passé. Leur dire que voilà, je vous ai mis une bonne note, n'hésitez pas à nous noter. Tu leur mets des petites étoiles, ça. Exactement. Indirectement dans leur tête, ils vont mettre 5 étoiles. Exactement. Tu leur dis que c'est important pour toi, que ça aide. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à mentionner ce qui vous a plu. Le fait d'être réactif. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Tout ça mis à bout, ça fait que tes annonces, elles sont mises bien avant. En fait, faut faire du bon travail. Faut être minutieux. Faut vraiment faire du bon taf, tout simplement. Et aussi, je crois aussi quand ton appartement il est en perles rares. Donc, en fait, plus tu as de résa et plus tu te feras réserver, c'est ça. C'est ça. Hein. Et super haute, toi, t'es super haute ou pas? On n'est plus super haute, non. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose. Donc tu honnêtement, non depuis que je suis plus super haute, je trouve que c'est mieux. C'est mieux, bizarrement. Parce qu'il y a plus d'exigences peut-être quand t'es super haute. En fait, j'ai pas l'impression que l'algorithme booste les super hautes. En tout cas, pas sur un marché comme Dubaï, parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de super hautes. Et les super hautes qu'il y a sont beaucoup des particuliers, parce que les agences, elles ont tellement de biens. Elles ont du volume. Ont tellement de volume. Et forcément, nous, on a des biens, on va dire que c'est un peu traître. En plus, il faut être au-dessus de 4,8, tu vois. Et le problème, c'est que sur 60 biens, tu peux avoir... Moi, je peux avoir... 95% sont au-dessus de 4,8. Mais il y a un bien qui va te plomber la note. Exactement. Et donc ça, c'est un peu... Et c'est-à-dire que même si tu perds le bien, ta note, elle reste... Et plus tu grossis, plus ça sera compliqué d'avoir... Voilà, c'est... Mais une fois, tu m'avais parlé de comme quoi tu arrivais à... les mauvais avis négatifs, mais de mauvaise foi, on va dire. Pas ceux qui... tu vois, t'arrivais à faire en sorte de les faire sauter. On les fait sauter. Il faut bien lire les polices, comment on appelle ça, les conditions d'utilisation, les conditions de commentaires. Qu'est-ce qui marche pour Airbnb, qu'est-ce qu'il faut enlever, pourquoi ils vont enlever un commentaire. D'accord. En gros, il y a plein de petites raisons. Il faut bien lire les conditions et en fonction de ça, moi, j'ai fait sauter beaucoup de commentaires comme ça. C'est bon savoir. Et des fois, même tout simplement, quand il n'y a pas de description, c'est-à-dire que la personne a juste mis une mauvaise note, ça, tu fais sauter. Commentaire. D'accord. Ça, c'est easy. Facile. Ok. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On va parler sérieux maintenant, concret. On peut parler de chiffre d'affaires ou pas? Franchement, je peux te donner... En 2 ans. En 2 ans, je peux te donner le chiffre d'affaires annuel, peut-être. Annuel, ouais. Ouais, honnêtement, j'ai pas là en tête exactement, parce que je crois que tu as mis une story hier ou avant-hier. J'ai mis une story sur un certain... Je sais même plus exactement c'était quelle période que c'était. Ah, c'était une période précise, d'accord. C'était même pas la totalité. C'était pas la totalité, parce que c'était pas la totalité, non. D'accord. Et en plus, ça fait partie de... ça ne comptabilisait pas les biens qu'on a enlevés. C'est-à-dire qu'il y a des biens qu'on avait... par exemple, on avait
on a perdu peut-être 5 ou 6 biens, tu vois, de personnes qui ont revendu ou qui sont passées. Ouais, donc c'est pas stable, c'est pas. Voilà, donc en de fait, mouvement. voilà, les biens qu'on a enlevés du système, parce que ça c'est les chiffres du channel manager que j'avais posté, ne comptabilisent pas les biens qui sont retirés du système. Donc après, comptablement, c'est autre chose, là, c'est comptabilisé. Mais maintenant, il va falloir s'y mettre à la compta. Hein. Avec Dubaï, là, ils ont mis 9%. Moi, j'ai un comptable. Hein. D'accord, ok. On a une agence qui s'occupe de notre compta. D'accord. Parce que, franchement, moi, je reste focus sur le business. Et j'essaie de te donner les chiffres à peu près. Mais je crois qu'on est on doit être autour de 4 et 5 millions de dirhams à l'année, je pense. Entre 4 et 5. Ouais. Ok. Impressionnant, là, moi, avec machallah. Ok. Bon, c'est un chiffre d'affaires, hein, c'est pas. C'est un chiffre d'affaires. C'est pas ce qu'il met dans la poche. Hein. Non. C'est un chiffre d'affaires, donc il reverse une grosse partie au propriétaire. Et puis il a beaucoup de prestataires à payer, donc faut pas calculer à sa place. Je vous le dis, hein, on reverse 85% des revenus quasiment à peu près en moyenne, tu vois, parce que nous, on a 15%, entre 15 et 17% de commission. Là-dedans, il y a les. Ah, t'es sur la fourchette basse alors? Sur la fourchette basse, ouais. Mais l'objectif, il est même Inch'Allah, même de baisser encore un peu en fonction du nombre de biens qu'on va rentrer dans l'agence, parce que comme on est dans un système scalable avec l'automatisation, etc. Ouais. C'est ça que j'arrête pas de dire. Ouais. Bah, l'objectif, c'est ça. Déjà 60, c'est énorme, 60. Bon, je sais qu'il y a des agences qui ont 300 biens, j'entends, mais ils font du sale boulot. J'ai eu des mauvais échos sur eux. Ouais. Franchement, vaut mieux viser la qualité que la quantité, je pense. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai jamais pris plus. À un moment donné, je prenais pas de biens parce que j'estimais que j'avais pas. J'étais pas prêt. Absorber, je pouvais pas absorber. Et mais même par exemple, comme pour l'ameublement, j'avais des demandes tout de suite. Franchement, il y avait énormément de demandes. On n'a pas accepté, on n'a pas fait un seul ameublement tant qu'on n'était pas prêt. Donc, c'est soit on est prêt et on y va et on est sûr de délivrer une qualité et un service max, soit on n'y va pas. Ok. C'est très bien, très judicieux. Tu vas avec des pincettes, tu prends pas de gros risques et tu sais ce que tu es capable de faire ou pas. Ouais, c'est ça. Très bien. Il y a différentes raisons à ça. Hein. La réputation, et puis 2, le respect du client. Je pense que moi, en fait, comme je te disais, j'étais investisseur avant, donc j'étais très déçu de l'agence qui gérait. Tu vois, notamment, tu parlais de 600 biens juste avant. Moi, l'agence qui gérait mon bien, elle avait plus de 600 biens. J'avais vraiment l'impression d'être un pion. J'ai récupéré mon bien dans un état incroyable. Les chiffres, ça allait. T'as acheté où, toi, JVC? JVC, ouais. Ah, ok, très bien. Ouais, JVC. Il faut savoir que JVC, c'est l'un des meilleurs quartiers pour la location courte durée, hein, c'est ça? Franchement, moi, j'estime que c'est le meilleur. Pour la rentabilité annuelle. Après, c'est pas là où tu vas forcément faire une plus-value à la revente, mais et encore. Peut-être que tu me contredis. Après, c'est vrai qu'en 2 ans, il y a eu énormément de plus-value. Après, je sais pas si ça va encore augmenter. Parce que j'ai un ami qui a acheté à la Marina. Il a acheté une belle tour, un bel appartement. Là, il a fait du x2 par rapport à son prix d'achat. Ouais, t'imagines? C'est incroyable. Il a acheté peut-être pendant le Covid. C'est de la crypto-monnaie, c'est ça. C'est de la crypto-monnaie, le truc. Tu vois, c'est incroyable. C'est jamais vu. Du x2 dans l'immobilier. Tu vois, il a fait 200%. Ouais. Là, donc voilà. Parfait. Bah, merci, frérot. Écoute, j'ai encore 2-3 questions. Toi qui as une expérience en France, pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients de pratiquer ce business à Dubaï comparé à la France? En conciergerie, les avantages ou location courte durée. En location courte durée, alors les avantages en tout cas de la France, c'est vrai que je les connais un peu moins dans ce domaine-là. Je pense que je vais d'abord parler de Dubaï, après je vais te parler de ce que je sais en tout cas de la France. Okay. L'avantage, c'est que y a un gros marché. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est assez facile. La concurrence, ça te fait pas peur, quoi? Non, la concurrence, ça fait vraiment pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Ça va se développer. Hein. Ouais. Ils attendent ils veulent doubler la population d'ici 5 à 10 ans, je crois. Ouais, ça se développe. Ils veulent doubler la population. C'est vrai, il y a de la concurrence, mais honnêtement, de la concurrence de qualité, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit. J'ai jamais tiré de balles perdues, mais malheureusement, des gens qui font du bon travail, il n'y en a pas énormément. Genre, il y en a, il y a des belles agences qui font les choses bien. Mais la grosse majorité des agences qui ont même pignon sur rue, franchement... J'ai envie de te dire, c'est pareil en France. Hein. Par rapport à ça, ouais.
Ah bah, tu vois. Si tu fais du bon taf et que moi, j'ai beaucoup d'échos parce que je suis dans plein de groupes et tout. Et j'ai beaucoup d'échos comme quoi les propriétaires, ils se plaignent, ou même les sous-loueurs, hein, parce que tu peux très bien sous-louer et mettre en conciergerie les appartements. Bon, tu gagneras moins, mais tu feras beaucoup moins de choses. Donc, si tu arrives à faire une conciergerie de qualité en France, même ailleurs, en fait, hein, partout dans le monde, je pense qu'il y a largement de quoi faire dans ce business-là et pendant encore des années et de longues années. De toute façon, le logement, c'est un besoin primaire. C'est clair. Donc, il y aura toujours des gens, c'est comme le transport, c'est comme la nourriture. Il y aura toujours besoin des gens qui ont besoin de se loger. Et ça va être de plus en plus sûr de se loger. Moi, je pense que ça va exploser dans pas longtemps. Encore plus en France aussi maintenant. En France, partout dans le monde. Ah ouais, ok. Je pense, par rapport à la crise immobilière, les gens, ils n'arrivent plus à emprunter et tout. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler quelqu'un qui fait du Airbnb ou de la location courte durée a été déçu. Que ce soit ici ou en France. D'accord. Jamais eu... Donc que des avantages pour Dubaï. Pour Dubaï, franchement, en fait, je vois que des avantages. Hein. D'accord. Est-ce que, à part la grosse barrière à l'entrée et le fait de bien maîtriser le sujet... On va parler quand même de ça. C'est-à-dire que la vraie barrière à l'entrée, c'est effectivement, il faut quand même avoir les reins solides quand tu te lances. Parce que ouvrir une société, ça coûte cher à Dubaï, en tout cas par rapport à la France. Hein. Ensuite, en tout cas, et en plus pour ce genre de société-là, puisqu'il faut des bureaux, et des bureaux physiques, un vrai bureau. Et ici, honnêtement, en dessous de 10 à 15 000 euros l'année, c'est compliqué de trouver un bureau. Et il faut être sur Dubaï même. Hein. Tu ne peux pas être à Sharjah. Ouais, il faut être dans l'Émirat dans lequel tu travailles. Okay. Si par exemple tu veux faire une conciergerie à Sharjah, il faut que j'ouvre une conciergerie à Sharjah. Ok. C'est pas une free zone, hein, c'est une mainland. Ouais, non, c'est une mainland. Donc, le coût d'ouverture de la société, le bureau. Ensuite, tu as la première année, en fait, quand tu te lances, tu n'as pas beaucoup de biens. Un bien tout seul, ça ne rapporte pas énormément. Donc, même 17% d'un revenu, je ne sais pas si ton premier bien, c'est un studio, par exemple, qui génère 6 à 7 000 dirhams par mois, tu vas prendre peut-être, en fonction de la saison, tu vas prendre peut-être entre 500 et 1200 dirhams en haute saison par mois. Donc, tu as toute une année où il faut que tu encaisses. De développement. En fait, il faut avoir les épaules pour déjà vivre sur place. C'est ça. Donc, le coût de la vie est extrêmement élevé à Dubaï, un peu moins à Sharjah, mais ça reste quand même au-dessus de la moyenne, légèrement. Bon, après, ça dépend de chacun. Hein. Ouais. Et puis, lancer l'activité, ça demande un bon investissement. Et puis aussi, pour être rentable, il faut au moins avoir 5 ou 10 biens un minimum pour gérer. Je pense pour commencer à gagner de l'argent. Ouais, en dessous de 15 biens, tu dégages pas un salaire intéressant. Tu vois. C'est un complément de revenu. C'est un complément de revenu. Et après, il faut scaler jusqu'à... Après, ce qui est bien, c'est que tu peux vite arriver, en 2 ans, à la Ibalek, tu es arrivé à 60 logements, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est vraiment bien. La première année, on était à 15, et après, la deuxième... Ah ouais, donc ça a triplé, là, même quadruplé. Ouais. Ok. Ouais. Ok, très bien. Écoute, et par rapport les inconvénients, je voulais voir par rapport aux inconvénients, est-ce que tu as beaucoup d'incivilité dans les appartements ou pas, aux Émirats? Beaucoup, non. Honnêtement, franchement, c'est pas le problème. C'est pas de problème qu'on a par rapport à la France. Il n'y a pas de dinguerie, quoi. Non, il n'y a pas de dinguerie. Voilà. J'ai jamais récupéré l'appartement. Le pire truc que j'ai eu, désolé, c'est un peu dégoûtant, mais oui, des gens qui avaient fait la fête. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait la fête dans l'appartement. C'est interdit, ils vont le faire quand même. Non, c'est même pas dans l'appartement. C'est des gens qui avaient bu sûrement en extérieur. Ouais. Peut-être dans l'appartement. En tout cas, j'ai pas eu de plainte de bruit ou quoi de la sécurité, parce que l'avantage, c'est qu'on a la sécurité dans le building, dans tous les buildings de Dubaï. C'est ça qu'on a oublié de préciser. C'est qu'à Dubaï, tu as un agent de sécu dans toutes les résidences. Au moindre bruit, il t'appelle. C'est aussi un peu un inconvénient parce que c'est lui qui remet la clé ou le badge qui laisse l'accès au client selon la résidence. Ça. Exactement. Donc ça, c'est un inconvénient et un avantage, parce que si tu l'as pas enregistré correctement, ou s'ils n'ont pas reçu le mail, ou si des fois il y a des buildings qui ont pas les ordinateurs à la réception, et du coup c'est le manager qui envoie les informations, et des fois il fait pas son travail ou pas à temps, et du coup le client il est bloqué. Donc il faut être
ultra réactifs par rapport à ça. Donc ça peut être un des inconvénients, mais c'est pas on va dire c'est le b.a.-ba, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas un inconvénient incroyable. D'accord. Voilà, par rapport aux incivilités, c'est arrivé. C'est embêtant, quoi. Le coût de la sécu qui doit, voilà, le coût du checking, du checkpoint à la sécu, c'est juste un peu c'est ça. C'est embêtant parce que c'est pas toi et tu peux avoir un mauvais commentaire sur l'accueil juste pour ça. Ouais, alors que c'est pas toi qui a eu le problème. C'est ça le problème. Ok, il faut savoir que le niveau il est élevé à Dubaï, on a oublié de préciser. Quasiment toutes les résidences, il y a un agent de sécu, il y a souvent une piscine, une salle de sport, et si c'est pas terrain de tennis, paddle et tout. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, voilà, pour vous dire que le service à Dubaï il est vraiment très élevé comparé à la France, alors que en plus les gens, je crois, ils payent le même prix à la nuitée, si c'est pas moins. Le prix moyen, c'est quoi, 80 €, on va dire, 350 à l'année, je parle pas de la haute saison. Je parle étalé sur un an, à peu près une centaine d'euros, quoi, 80, 100 €. Ouais, le prix moyen, ça dépend du quartier, mais on va dire que dans un quartier comme JVC, on est à peu près autour entre 60 et 150 € en fonction de la saison. Et peut-être même un peu moins en saison basse. Et après, ça peut monter même jusqu'à 200, 300 €, 600 € dans des quartiers comme La Palme, Downtown. Ça peut être pas mal de faire du high ticket, du luxe, quoi. Ouais. Mais ça doit pas être évident à trouver les... Alors, on m'a dit, les propriétaires, ils ont pas d'intérêt à le faire parce qu'ils sont, entre guillemets, ils ont pas besoin de cet argent-là. Mais il y a un intérêt dans le sens pour prendre soin de l'appartement. Limite, ils seront pas très regardants sur les chiffres, etc. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit par rapport vraiment aux gros trucs, mais... Ouais, nous, on a quelques-uns et les clients, les propriétaires, c'est souvent des gens qui viennent à Dubaï et qui veulent être dans leur appartement, en fait. Ouais. Donc, même si c'est qu'un mois, des fois, mais tout le reste de l'année, c'est nous qui gérons. D'accord. Et c'est souvent absorber les charges de copropriété. C'est ça. Ouais. C'est pas des vrais investisseurs. Pour moi, un vrai investisseur, il part pas sur un bien hyper cher pour faire du short terme. Ouais. S'il connaît le marché, c'est pas one bed et studio, ok. 2 beds. Mais après, le one bed, c'est pas un bien que j'aime bien. 2 beds, t'es niché un peu. C'est pour ça que c'est bien. Ouais, exactement. Ouais. T'es niché. Il y en a pas énormément. Il y a une grande demande. Le one bed, il est traître parce qu'en fait, le one bed, tout le monde pense qu'on va augmenter le prix parce que c'est plus grand, mais tu as la même capacité d'accueil qu'un studio. Souvent, on me dit, ouais, mais canapé lit. La réalité, c'est que la personne qui... Je prends 2 couples, par exemple. Tu as 2 couples, ils vont payer exactement, ils vont se partager les frais. Il y en a un qui va dormir dans le canapé lit. Ils vont dire, bah non, on va prendre un 2 bedroom, on va chacun dormir dans un lit bien confortable. Bien sûr. Donc ça, c'est un peu traître. Donc le 2 bed, il marche très bien. Le one bed, il marche un peu moins bien. En tout cas, il marche bien, bien sûr, hein, mais il est moins rentable parce qu'il coûte plus cher, mais que le prix n'est pas forcément beaucoup plus cher par rapport au studio. Exactement. Il y a pas une grosse coûte plus cher. Voilà, je vais mieux m'exprimer. Il coûte plus cher à l'achat par rapport au studio, mais à la location, il coûte pas forcément beaucoup plus cher. Ok. Tu vois. Il y a peut-être une différence de 15%. Par rapport aux propriétaires, par rapport au taux de rentabilité. Exactement, par rapport à la rentabilité. Donc, on peut avoir, par exemple, dans le même building, une rentabilité de 12% sur un studio et une rentabilité de 7-8% sur un one bed. D'accord, ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est quasiment le double. Et en plus, il y a les charges qui sont moins élevées parce que c'est moins grand, etc. Moins de superficie. Ouais. Okay. Je peux le confirmer que les biens nichés, juste pour finir par rapport à ça, j'ai aidé un ami qui a une petite maison à Ras El Khaimah à se lancer sur Airbnb parce qu'il a vu que je m'y connaissais un petit peu. Ouais. Donc je l'ai aidé pour son lancement et tout. Et franchement, je suis parti visiter. Il m'a dit même dors là-bas. Bon, j'ai pas dormi, je suis juste allé voir ce qui se passait. J'ai vu la maison. Tu sais, c'est un peu les maisons un peu vieillottes dans les quartiers un peu isolés, où il n'y a que des villas et puis il n'y a pas grand-chose autour. Et j'ai cru qu'il allait galérer. Et je peux t'assurer qu'il loue son bien extrêmement bien parce que je crois qu'il a 3 ou 4 chambres. Tu as tous les travailleurs qui veulent optimiser. Les groupes il y a des Asiatiques qui viennent, des Indiens et tout. Ils veulent optimiser les loyers quand ils ont du taf sur place. Ils ont des missions de 3 mois, 6 mois, parce que c'est beaucoup ça aux Émirats. Ouais. Donc ils viennent, ils se disent au lieu de prendre un hôtel par personne, on va prendre une maison. Plus de confort. Du co-living, parce qu'en plus, chaque chambre, c'est des master bedroom. Donc chaque chambre, souvent aux Émirats, c'est comme ça. Chaque chambre, on peut faire du co-living d'ailleurs, c'est une bonne option. Chaque chambre a sa salle de bain. Donc chacun a son intimité en réalité. Et puis il y a le côté. Mais quand tu vois la maison, c'est vieillot un peu. Tu vois, c'est pas sale. Hein. Mais par rapport à ce qu'il se fait aux Émirats, j'ai eu des doutes, tu vois. Mais en réalité, alhamdoulilah, d'après ce qu'il m'a dit, ça va. Il y a une demande, tu vois. C'est niché en fait. J'en doute pas. Mais c'est que vraiment, c'est un marché.
C'est un secteur qui est très bien. Alors, parce que moi, j'avais réfléchi à Ras Al Khaimah. Franchement, j'y suis allé. Je pense qu'il y a un potentiel. Hein. Il y a un gros potentiel. Très, très gros potentiel. Faut pas se focaliser que sur Dubaï. Parce que tout le monde se focalise sur Dubaï en oubliant les Émirats à côté, qui attirent pas autant de monde qu'à Dubaï, mais qui attirent pas mal de monde. Surtout pour le marché local, je pense. Ouais. Il y a beaucoup de staycation à Ras Al Khaimah. Parce que nous, on va penser français. Le français, il y a quand même pas mal d'offres sur voyage privé pour Ras Al Khaimah. Mais le français, en général, il pense Dubaï. Il ne sait même pas que Dubaï, c'est un pays. Il pense que Dubaï, c'est un pays. Il ne sait pas que c'est un émirat, une ville, une semi-ville, semi-émirat. Bref, on ne sait même pas comment la... c'est vrai de la définir. On ne sait pas comment la définir, tu vois. Donc, c'est un émirat. C'est un peu comme aux États-Unis où tu as différents États. Donc, voilà. Pour finir, la dernière question par rapport à ce business-là. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le business de la conciergerie ou de la sous-location? En gros, qu'est-ce que tu te conseillerais à toi-même avant de te lancer il y a 2 ans en arrière, ou à quelqu'un qui veut se lancer en France dans la conciergerie et la sous-location? Si c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce business mais qui ne s'y connaît pas trop, de se former, hein, tout simplement. D'accord. Voilà. Ok. C'est la base. Parce que vraiment, il y a des complexités dans... Il faut savoir faire un pricing, il faut savoir faire une annonce. On peut penser que c'est bête de faire une annonce. Même l'étude de marché. L'étude de marché, dans la recherche de biens, quand c'est dans la conciergerie, quand c'est de la sous-location, par exemple. En gros, il y a trop de paramètres à ne pas négliger. Exactement. Tout est important. C'est vrai. Franchement, moi, j'ai la casquette de directeur d'hôtel, donc il y a plein de choses que je savais faire. Mais il y a tellement, comme tu as dit, de paramètres, donc savoir faire les prix, avoir un standard de ménage, un certain standard de ménage. Donc, qu'est-ce qu'un ménage ? Pas qu'il y ait un cheveu qui traîne, parce que là, ta note a un cheveu, c'est fini. Hein. Voilà, un cheveu, être sûr que les chromes, donc les robinets, que ça, il n'y a pas de traces d'eau, ce genre de choses. Ah oui, c'est ça, le calcaire. Oui, des trucs. Alors ici, ça doit être galère ici par rapport à l'eau. Qui est très bien l'eau, mais elle est un peu. En fait, c'est de l'eau qui vient de la mer, donc forcément, elle a un peu de calcaire. Ça endommage beaucoup les ballons d'eau chaude. C'est ça, d'accord. Ouais, okay. Ça, on les change quand même souvent. Ok. Enfin, souvent, j'abuse, mais une fois tous les 2 ans, 3 ans, quoi. Donc, se former, et puis... Se former, et puis tu penses qu'il y a un potentiel en France ou ailleurs ? Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas en France, quand je regarde les annonces Airbnb, j'ai l'impression, hein, parce que moi, je retourne en France, donc je regarde un peu Airbnb, je vois les annonces, beaucoup de commentaires. En plus, en France... je trouve que ça se professionnalise, mais il n'y a pas encore la professionnalisation qu'il y a à Dubaï, tu vois. Est-ce que tu définirais ça comme un business en ligne ? Ah, bonne question. Je me pose cette question. Pour moi, c'est de l'hybride. Mais en vrai, tout est hybride. Parce que forcément, il y a le business en ligne, à part les produits digitaux. Mais forcément, quand tu vends des produits en ligne ou autres, il y a toujours une partie physique qui rentre dans le... C'est hybride, c'est-à-dire que tu fais ta vente en ligne, parce que si tu enlèves le côté en ligne... honnêtement, il n'y a plus de business. Bah oui. Ouais. Et si tu enlèves le côté physique, il n'y a plus de business non plus, parce que tu n'as plus de produits. Donc c'est hybride, c'est ça. Donc pour moi, c'est hybride. C'est un business en ligne hybride. Ouais. Et ça devient un business en ligne une fois que tu as tout automatisé. Ouais. Ah oui, par contre... Et que tu veux pérenniser, tu vois. Ah oui, dans le sens où, quand tu dis oui, alors ouais, dans ce sens-là, ouais. Mais le lancement, c'est compliqué. Le lancement, il faut être là, à part si vraiment tu as... Il y a un setup à faire. Voilà, à part si vraiment tu as les épaules, tu délègues tout dès le départ. Voilà. Tu as vraiment de l'argent et c'est pas un problème pour toi. Tu n'es pas là à chercher la petite économie. Mais exactement. Sinon, ouais, il faut... Ah ouais, au bout d'un moment, ça devient un business en ligne. Oh ouais. Demain, moi, je me déplace encore parce que j'aime bien savoir ce qui se passe, etc. Et puis, des fois, moi, Puis ça t'occupe aussi. Voilà, et puis ça m'occupe. Mais même, tu vois, alors moi, je fais beaucoup de commercial maintenant. Okay. Beaucoup, tout ce qui est entrée de nouveaux appartements, rencontre des propriétaires. C'est 95% de mon temps. Mais tu vois, quand j'ai mon assistant qui me dit, oui, j'envoie le technicien à la marina, mais j'ai un autre problème à downtown. Bon, je fais, laisse tomber, moi, je vais aller à downtown, t'en fais pas. Envoie-le à la marina et voilà. Parce que tu vois, quand tu as 60 appartements, il peut pas être partout, le gars, tu vois. Ouais, je comprends. Bon, la réalité, c'est que effectivement, demain, quand je pars en voyage ou que je suis en France, je suis tranquille. Tu vois, je me pose pas cette question. J'allais oublier de te poser cette question-là. Ouais. Donc, toi, tu peux voyager sans problème. Tu sais que ça va tourner, quoi. Ouais. C'est un peu comme moi, quoi. Ouais. Ok. Je rajoute une personne quand je suis. Parce que tu arrives à 60 biens, c'est normal. Ouais. Quand je pars, j'ai quelqu'un qui s'appelle un city manager, je crois. Ouais. C'est un city manager qui fait que il te remplace quand tu n'es pas là ou il te remplace tout le temps. Toi, tu t'occupes tu peux avoir un de city développer manager. l'activité. Justement, là, je pense que c'est le prochain
recrutement que je vais faire, ça va être un city manager. Je t'envoie mon CV. Voilà, tu m'envoies ton CV. Ok. Bah, moi, ce que je conseillerais personnellement, en dehors du fait de se former, ça c'est bien entendu. Après, tu peux très bien te lancer en autodidacte, mais tu vas forcément faire des erreurs et tu vas perdre du temps et de l'argent. C'est d'abord, avant de vouloir s'expatrier, parce qu'on parle beaucoup de Dubaï aujourd'hui, parce que c'est le sujet du jour, et se lancer dans ce business à l'étranger, que ce soit à Dubaï ou ailleurs, bah, moi je pense qu'il faut d'abord maîtriser ton secteur. C'est-à-dire si tu es en France, bah, commence par la France, qui est, comme je le répète, comme je l'ai dit en début de podcast, qui est une super école, car il ne faut pas oublier que la France est un des pays les plus visités au monde. Je crois que c'est combien de millions 15 millions, je crois. C'est que Paris, ça. Ouais, je ne pourrais pas te dire. Non, je crois que c'est Dubaï, 15 millions. Je dis des bêtises, moi. Je confonds. Non, c'est beaucoup plus que 15 millions. Tu me poses une colle, là. Voilà, de toute façon, demandez à Google ou à ChatGPT. Ils vont vous le dire. Et donc, voilà, l'un des pays les plus visités du monde, si ce n'est le pays le plus visité du monde. Donc, ça va vous permettre de maîtriser le business. Vous pouvez le faire n'importe où en France. Ou même si vous êtes au Maroc, faites-le au Maroc. Si vous êtes au Canada, faites-le au Canada. En Belgique ou en Suisse, pareil. Peu importe là où il y avait Airbnb. Donc voilà, ça vous permet de vous faire la main et puis après attaquer des secteurs que vous ne maîtrisiez pas par la suite, parce que en fait, chaque pays est soumis à une juridiction particulière, comme on l'a expliqué sur Dubaï. En France, il faut avoir un contrat de sous-location spécifique fait par un avocat et un contrat de conciergerie adapté et être assuré, etc. Il y a plein de choses à savoir pour se lancer en France. Ah bah, alhamdoulilah. Bah, écoute, ça fait un plaisir C'était un plaisir de partager ce podcast-là avec toi. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, des commentaires, à partager un maximum. Ça donnera un peu de force à cette petite chaîne qui vient de se lancer. Exactement. Et puis, concernant la sous-location professionnelle ou la conciergerie, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous ai préparé une formation gratuite que vous pourrez retrouver en bas dans la description. Tous ceux qui sont intéressés par les Émirats Arabes Unis, je mettrai des liens en bas de la description pour vos vacances, vos locations de véhicules ou pour une création de société ou votre expatriation, même achat immobilier. On peut vous mettre en contact avec des personnes de confiance comme Hilal pour la conciergerie. Si vous avez des biens immobiliers à vouloir gérer, bah, c'est la personne qu'il faut. Sans réfléchir, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alhamdoulilah. Donc voilà, c'est de Medini Homes. Medini Homes, ouais. MediniHomes.com. Medini-homes.com. Je mettrai le lien de toute façon en bas de la description. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée ou journée. Cela dépend à l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ciao. Assalamu alaikum.